Coucou les amis. Coucou. Aujourd'hui on voulait vous faire un épisode, comme on vous l'a promis d'ailleurs, un peu spécial pour revenir sur notre année, voire même un peu plus, de vie à bord de Kailani. C'est de faire un petit bilan. Il va être divisé en deux étapes. La première, c'est plutôt technique, c'est le bateau, les choix qu'on a fait au niveau technique, et puis la vie à bord. La vie à bord et tout ce que ça concerne. Voilà. Donc on va attaquer un petit peu par le bateau. Oui, c'est juste important de mentionner que ce bilan, il est basé sur notre expérience. Oui. Avec nos propres critères par rapport à notre budget. Nos options. Et voilà, ça n'engage que nous au niveau des commentaires, mais on voulait vous le partager parce que je pense qu'il y a des enseignements à tirer. Petit aparté, au niveau du budget, on a choisi sciemment de ne pas vous parler de budget parce qu'on estime que c'est propre à chacun et que en ce qui nous concerne, on n'a pas forcément assez de recul pour vous faire un budget. On a été en Méditerranée, on a été dans les Caraïbes, c'est un nouveau bateau, c'est un petit peu compliqué, donc en tout cas pour l'heure, on va laisser d'autres personnes vous parler de budget, mais nous on n'en parlera pas. Ouais, je pense qu'il faut avoir au minimum 5 ans de recul pour pouvoir faire une moyenne. Ouais. Sur les différents postes de dépenses d'un bateau, que ce soit en termes techniques, d'alimentation, d'entretien, etc. Voilà, sans compter que ça dépend encore de chacun et de chaque budget, quoi. Ouais, c'est vraiment très compliqué. Certains se sont aperçus que leur budget de départ était trop juste et ça a été compliqué pour eux. Et puis, d'autres ont un budget suffisant, voire même très large pour certains. Ce qui fait que c'est vraiment compliqué de parler d'argent, de budget en fait. Voilà, donc choix du bateau. En ce qui nous concerne, c'est un Fountaine Pajot Astrea 42, donc 42 pieds. On a pas mal hésité au départ entre un 42 et un 45, qui est le modèle juste au-dessus. Et à force de réflexion, le 42 nous plaisait bien et on a pris l'option de choisir ce modèle-là, un petit peu moins cher, mais par contre de le suréquiper par rapport à notre projet, plutôt que d'avoir un 45 qui est un peu plus cher et puis de devoir couper des options. C'est ça. Et puis, sincèrement, pour deux, le 42 est vraiment suffisamment grand. Il n'y a pas réellement besoin de plus. Maintenant, c'est propre à chacun, encore une fois. Oui. Mais donc effectivement, c'est le choix. Il est important de faire son choix par rapport à son programme. Est-ce que c'est un programme long de vacances en Méditerranée, navigation 3 mois par année, ou est-ce que c'est un projet hauturier de navigation, en fait de vie à bord, full time, projet tour du monde ou pas tour du monde. Donc voilà, ça doit vraiment aussi déterminer le choix du bateau et le choix des options en fonction de son programme. Oui, si ça devient notre maison, il faut qu'il y ait quand même un minimum de confort. Oui. Sinon, on ne tient pas le coup. C'est déjà assez difficile de vivre sur l'eau, donc si on n'a pas un minimum de confort, ça devient un petit peu plus difficile, pas impossible, mais plus difficile. Donc premier point assez important dans le choix des options, c'est l'énergie en général, donc principalement l'électricité et l'eau. Donc deux choses importantes quand on vit sur le bateau et qu'on a une navigation hauturière. Encore une fois, en Méditerranée, c'est plus facile parce qu'on est plus dans des marinas et on peut être connecté au quai et avoir de l'eau courante. Par contre, dès qu'on est dans les Caraïbes ou dans les Bahamas ou dans des endroits un peu plus reculés ou en navigation, on a besoin de fournir sa propre énergie, sa propre eau potable. Donc, c'est des options qui sont importantes en fonction du mode de navigation. Juste pour dire quand même, nous avons mis pratiquement 6 ans. On a eu 6 ans de réflexion pour bien penser à toutes ces options. Donc ça, c'est un facteur qui est important aussi, c'est de ne pas se précipiter et de vouloir aménager un bateau en 6 mois, 1 année, parce qu'on oublie forcément des choses. Donc nous, on a eu tout le temps de la réflexion.
On a fait le choix de prendre un bateau neuf. Donc lorsqu'il sort d'usine, ils ont très peu d'équipements, à part les équipements standards de navigation. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'énergie, c'est des choses à prévoir en plus. Voilà, quand on achète un bateau d'occasion, il a déjà fait un tour du monde où il est équipé hauturier, c'est différent. Nous, on a dû faire des choix. Donc la grande chance qu'on a eue, c'est d'avoir du temps pour préparer ce projet. On s'est nourri, comme beaucoup d'entre vous, de vidéos sur YouTube. On a pris pas mal d'informations à gauche. Oui, on a tapé large. Ouais. Anglophone, francophone. On s'est gavé. Mais par contre, ça nous a permis d'avoir des idées sur des choix à faire techniques qui ne sont pas évidents. Donc en termes d'alimentation, donc on a 2000 watts de panneaux solaires, on a 1000 ampères de batterie lithium. Un générateur Fisher Panda 8000. Un générateur Fisher Panda 8000, donc on a suffisamment pour produire du solaire pendant la journée par rapport à notre consommation. Elle est stockée dans les batteries lithium et je suis très content de ce choix-là par rapport à d'autres types de batteries. Puis lorsque l'ensoleillement n'est pas suffisant, comme aujourd'hui, on a le générateur. Donc le générateur tourne, si je devais faire une moyenne, il doit tourner 10% du temps de recharge. Et encore, je suis peut-être large. Tout dépend de la saison, tout dépend des endroits dans lesquels on est. Puis c'est pas plus mal parce qu'il faut le faire tourner quand même. Voilà, donc sur cette production d'énergie, par rapport au choix qu'on a fait, on est content, on est autosuffisant en termes d'énergie. Il faut juste préciser aussi que ce générateur-là, et c'est pas pour faire de la pub, mais il est vraiment très silencieux. Ça compte aussi. Hein. Oui. Il est intérieur, pas extérieur, et il fait très peu de bruit. Donc ça, c'est agréable. Oui, donc voilà, très bon choix. Donc, au niveau production d'eau, on a un désalinisateur qui fait Aquabase, c'est la marque, qui fait 105 litres heure. Et de nouveau, là, c'est une bonne capacité, un bon rapport qualité de production prix. Et on a 700 litres, donc on a pris l'option 2 réservoirs d'eau, donc 2 fois 350 litres, donc on a 700 litres d'eau douce, et je fais marcher le dessal tous les jours. Donc tous les jours, je fais le plein à 100% de notre capacité d'eau. À savoir qu'il ne se vide jamais 100%. Je veux dire, on atteint quel niveau quand on consomme ? On est généralement on consomme à peu près entre 200 litres d'eau par jour. Ce qui est assez haut, on le concède. Hein, c'est pas mal. On ne se prive pas, on prend des douches, on consomme de l'eau normalement sans se restreindre. Et puis je fais le plein tous les jours, c'est une habitude parce que si tout d'un coup, lorsqu'on est en navigation loin de tout, on a un problème de dessal, on est sûr qu'on a au moins les 700 litres qu'on a dans le réservoir, s'il est plein régulièrement, et on sait ce qu'on a en termes de rationnement si on doit se rationner. Donc c'est une habitude que j'ai pris et je fais le plein d'eau tous les jours. Voilà. Donc on est très content de ce côté-là. De l'Aquabase. Voilà. Donc au niveau des équipements techniques, il y a deux types de motorisation. Donc ça c'est les moteurs du bateau. Deux types de motorisation sur ce modèle-là, soit 2 x 30 chevaux Volvo, soit 2 x 50 chevaux Volvo. On a pris l'option 2 x 50 chevaux. On ne regrette pas, c'est important d'avoir de la puissance lorsqu'on manœuvre. Dans une marina, il y a du vent, le bateau est très haut sur l'eau, on a ce qu'on appelle du fardage, donc c'est le vent qui pousse le bateau d'un côté ou de l'autre, et il faut pouvoir compenser, et c'est un gage de sécurité d'avoir des bons moteurs. On a mis également des hélices repliables, donc lorsque les moteurs sont éteints, les hélices se rétractent comme des tulipes, et ça c'est aussi un gain en termes de performance de navigation, et voilà, on est très content de ce choix-là. Donc au niveau de l'équipement intérieur,
On a fait abstraction complètement du gaz dans le bateau. On a juste une toute petite bouteille de gaz qui sert à alimenter le grill. Et on est passé à l'électrique. D'où la puissance dont on avait besoin en termes de panneaux solaires, de batteries, de convertisseurs, donc de convertir de 12 volts en 220. Tous ces équipements électriques sont en 220. Donc le bateau a été parfaitement adapté en termes de charge par rapport à notre consommation et notre mode de vie. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que non plus les plaques à induction, mais on a aussi un four normal qui fait aussi micro-ondes. On a une machine à eau de French Eau qui nous fait de l'eau froide et de l'eau gazeuse. Et on a également le Thermomix. Désolée, mais j'y tiens. Hein, on l'utilise quand même pas mal. Tout ça, c'est de la consommation électrique. Hein. Le bouillard, le toaster, la machine à café. La machine à café, bientôt certainement. Peut-être le air fryer. Air fryer. Oui, parce que donc bien voilà, utile. Bref. On se prive de rien. À la réflexion, en ce qui te concerne, tu aurais peut-être pris 2 plaques induction, 2 plaques gaz. Oui. Voilà. Oui. C'est un choix. Nous, on a pris une plaque avec 4 feux induction. Sincèrement, on n'utilise jamais plus de 2 feux à la fois. Donc ça, c'est... après une année, on se rend compte de ça. Oui, puis le fait d'avoir du gaz, ça te permet d'avoir une solution de secours si tu as des problèmes d'électricité. Et puis, ça permet aussi de pouvoir gérer des cuissons longues que tu ferais plus volontiers au gaz qu'à l'électrique, tu vois. Donc voilà. Au final, si on devait potentiellement changer quelque chose, ça serait de prendre 2 plaques induction et 2 plaques à gaz. Oui, de combiner les deux. Voilà. Okay. Donc ce qu'on s'est permis également comme luxe un petit peu supplémentaire, c'est la climatisation, encore une fois par rapport à notre capacité énergétique, mais on a pris la climatisation que dans les coques. Que dans les cabines. Les coques, les cabines, que dans les cabines. Donc l'idée, c'est le soir, lorsqu'on va se coucher, c'est de laisser tourner la climatisation une demi-heure, 3/4 d'heure, pour rafraîchir les chambres avant de dormir. Parce que... Ce qu'on apprécie bien ici. En période cyclonique, je vous garantis qu'il fait très chaud, très lourd et très humide. Ouais. Donc même avec un petit ventilateur, parce qu'on a des petits ventilateurs au-dessus du lit, c'est pas vraiment suffisant. C'est le genre de truc qu'on allume au milieu de la nuit, justement quand on se réveille, qu'on a un peu chaud et qu'il n'y a plus de clim. Mais pour s'endormir, c'est vraiment agréable d'avoir un peu de climatisation. On ne regrette pas du tout. On l'a très peu utilisé au départ, pendant la haute saison. En Méditerranée, on ne l'a jamais utilisé. Voilà. Et puis, depuis qu'on est là, depuis cette période-là maintenant de saison cyclonique, c'est hyper humide et ça fait du bien, quoi. C'est vraiment top et on ne regrette pas. Non, on ne regrette pas du tout. On ne regrette pas. D'autant plus que ça permet aussi de sécher l'humidité qu'il peut y avoir dans les cabines et notamment la cabine propriétaire, puisque la salle de bain est ouverte sur la chambre, hein. C'est une seule et unique cabine, il n'y a pas de porte, pas de... Voilà. La climatisation permet de retirer l'humidité. Ouais, elle a une fonction de déshumidification, elle produit du froid, elle déshumidifie et elle peut également servir de chauffage. Si on va dans les endroits froids, ce qu'on ne planifie pas, mais... non. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Mais je pense que dans les sandblasts, ça sera bien utile. Hein. Encore une fois, on ne regrette pas ce choix de la clim. Ouais. C'est pas contraignant en termes de maintenance, c'est pas trop compliqué techniquement. Donc ça se gère tout à fait bien et pas de problème pour l'instant. Le dernier point en termes de confort, on a choisi, 3 WC dans le bateau. Et on a choisi des WC électriques à l'eau douce. À l'eau douce. Parce qu'il peut y avoir également on peut faire le choix d'avoir des WC qui sont rincés à l'eau de mer. Et nous, c'est pour ça qu'on consomme pas mal d'eau. Oui. C'est qu'on a également les toilettes qui sont à l'eau douce. En termes d'odeur à l'intérieur du bateau, c'est une grosse différence. C'est énorme. Et on ne regrette pas du tout ce choix-là. Alors oui, ça consomme de l'eau, oui, ça consomme de l'électricité, mais c'est un confort qu'on peut se permettre, encore une fois, par rapport à nos choix. Et on ne regrette pas du tout ces options-là.
Non, parce qu'en fait, on avait déjà loué une fois un catamaran qui était à l'eau de mer et on a vu la différence. Hein. Oui. Voilà, donc voilà un petit peu au niveau des choix d'aménagement intérieur. Donc si on part un petit peu à l'extérieur du bateau maintenant, des équipements de navigation. Les protections en général autour du cockpit, qui sont des bâches qu'on rajoute vitrées pour protéger de la pluie, ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Il pleut aujourd'hui. Également au poste de bar, d'être protégé du vent et protégé de la pluie, des embruns quand on fait des quarts de nuit ou lorsqu'on navigue, c'est vraiment hyper important. Donc on ne regrette pas du tout d'avoir pris ces options-là, on ne pourrait pas s'en passer. Non. On ne pourrait pas s'en passer. Enfin si, il y en a certains qui s'en passent, mais alors c'est les vestes de pluie et c'est à la rude, quoi. Hein. C'est rude. Ouais, c'est à la rude, ouais. Et puis il y a les protections autour du cockpit également. Lorsqu'il fait un petit peu plus frais, on l'a vu au tout début en Méditerranée, ou lorsqu'il pleut vraiment, de pouvoir fermer complètement le cockpit extérieur, mais ça permet d'avoir une pièce en plus. C'est comme une véranda en fait. Oui, c'est comme une véranda, voilà, exactement. Donc là, c'est vraiment top. Donc le deuxième choix qu'on a fait, c'est de faire sur mesure, en fait 2 taux de soleil, un qui se trouve ici sur le côté et un sur l'arrière. Et là aussi on ne regrette pas du tout parce que ça nous protège du soleil et en même temps ça laisse passer l'air, ce que les taux en plastique ne permettent pas. Donc il fait toujours beaucoup plus chaud si on laisse les taux plastiques avec du soleil, ça va être un peu le four. Tandis que là, ça permet vraiment d'être protégé du soleil et en même temps de respirer. C'est la même chose qu'on peut avoir aussi sur les vitres à l'avant, hein, des protections solaires qui nous permettent de garder une température agréable, même à l'intérieur. Et puis, dernier choix concernant les taux, on a également, au départ, on a commandé une canopée. Oui. Qu'on peut mettre à l'avant, ça permet de couvrir en fait le pont avant. Et c'est vraiment un endroit qui devient hyper agréable. D'abord il est venté parce qu'on est à l'arrière dans le cockpit ici, quand le bateau est face au vent, au mouillage, on est protégé du vent, alors qu'à l'avant on a du vent frais, mais par contre exposé au soleil. Donc d'avoir cette canopée à l'avant, c'est une super option qu'on utilise beaucoup. Qu'on utilise beaucoup, mais évidemment pas quand il y a trop de vent. Hein. Mais sinon, ici en tout cas actuellement à Bequia, on l'a utilisé pas mal. Hein. On a eu vraiment des belles journées. Voilà, et puis dernier choix qu'on a fait au départ, c'est le choix de mettre du Flexitech au niveau des sols. Et ça c'est vraiment super en termes de confort. Esthétique également. C'est plus beau. Ça ressemble un petit peu à du tech, mais du tech synthétique, donc c'est vraiment plus beau. C'est très agréable quand on marche dessus. Le seul inconvénient, c'est que quand c'est plein soleil, on se brûle les pieds. En fait, sur les jupes arrière, hein, sur les jupes arrière, ouais, quand c'est plein soleil, bon voilà, on met un peu d'eau dessus pour le refroidir et c'est bon. Ouais. Mais par contre, tout le reste de ce Flexitech est vraiment super, quoi. Voilà. On a aussi fait le choix de mettre le Flexitech à l'intérieur, en fait, dans les 2 cabines, au niveau des douches, parce que c'est plus agréable. Voilà, tout simplement. Voilà, au niveau des équipements de navigation, donc on a changé toutes les drisses. Donc les drisses, c'est ce qui permet de monter les voiles. Les écoutes, c'est ce qui permet de les tirer. Les drisses, c'est pour les monter. On est passé sur les drisses en Dynéma. Voilà, l'avantage du Dynéma, c'est que c'est beaucoup plus rigide. Donc on a besoin de rigidité quand on hisse les voiles. Et surtout, ça nous permet de passer sur un diamètre de drisse plus petit. D'origine, c'était du 12 mm. On est passé en Dynéma à 10 mm pour une résistance à la traction et à la rupture qui est supérieure avec le Dynéma. Par contre, ça permet que les drisses coulissent mieux. Donc c'est hyper important, par exemple, lorsqu'on veut affaler la grande voile, que lorsqu'on lâche le taquet, la grande voile descend. C'est un gage de sécurité. Ce n'était pas le cas avec les drisses d'origine, ça l'est maintenant avec le Dynéma. Donc, il y a eu également une petite correction au départ pour justement que cette GV descende
d'un seul bloc très facilement. D'ailleurs, vous le verrez sur nos vidéos, maintenant je lâche beaucoup plus souvent d'un coup. Oui, donc je profitais au départ que la voile n'était pas, le mât et la voile n'étaient pas mis sur le bateau pour faire transformer l'AGV en rajoutant des chariots supplémentaires. Donc les chariots, c'est ce qui permet de coulisser la grande voile le long du mât. Donc j'en ai rajouté 2 pour que justement il n'y ait pas de pli et quand on lâche l'écoute, ça descende correctement. Voilà. Donc voilà, c'est un choix important. Donc puisqu'on est au niveau des choix des voiles, ce qu'on avait fait nous comme choix dès le départ, c'est d'avoir en plus des voiles qui sont livrées avec le bateau, des voiles additionnelles. Donc on a 2 voiles additionnelles. On a un Côte D qui est un grand génois qui se met à l'avant pour le petit temps. On adore cette voile. C'est ma préférée. Ouais, on adore cette voile, donc c'est une voile qui permet de naviguer à peu près de 90 degrés du vent jusqu'à 120 degrés du vent, donc principalement du vent de travers, et là c'est hyper performant jusqu'à 13-15 nœuds de vent apparent, max, parce que c'est un tissu qui est très léger, mais par contre dans le petit temps ça marche super bien et c'est un réel plaisir. Ouais. Et puis deuxième voile en plus qu'on a choisi dès le départ, c'est le Parasailor dont on vous a parlé à maintes reprises. On vous a même fait une démo. C'est une super voile pour faire du plein vent arrière, c'est super, sans grande voile, juste le Parasailor devant, donc c'est un grand spi qui va à l'avant. Idéal pour la traversée quand les alizés sont bien établis, ce qui n'a pas été vraiment notre cas. Mais bon. Par contre, pour les Caraïbes et les Bahamas, on est dans un régime d'alizé, on a du vent un peu fort, on a du vent souvent de travers, donc c'est pas une voile qui est vraiment adaptée pour ça, mais voilà, encore une fois, on regrette pas du tout ce choix-là. Peut-être que quand on traversera le Pacifique, elle sera de nouveau utile. Ouais. Voilà. Donc si je devais soit acheter une voile supplémentaire, soit faire un choix d'une autre voile, je m'orienterais plus sur une voile d'avant type Côte D, mais avec un grammage un peu plus important, donc un Gennaker qui nous permettrait de pouvoir avoir cette puissance additionnelle pour le vent de travers, mais dans des conditions un petit peu plus fortes, qui correspond un petit peu aux conditions dans les Caraïbes. Et là, ce serait vraiment, vraiment parfait. Parce que c'est vrai qu'on ne le met pas très souvent le Côte D parce qu'il y a toujours un peu plus de vent que ce qu'il faudrait pour cette voile. Choix également qu'on a fait dès le départ, qui sort un petit peu de la navigation, mais c'est l'annexe. L'annexe, c'est votre voiture, hein. C'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer. On est grandement dépendant de l'annexe lorsqu'on est au mouillage, et on est pratiquement tout le temps au mouillage. Votre seul moyen de transport, c'est l'annexe. Donc hyper important. Donc nous on a choisi une annexe 3D Tender de 3,20 m. Avec un moteur Suzuki, je fais de la pub pour tout le monde là. Suzuki, de 20 chevaux. Un moteur de 20 chevaux. De nouveau, on ne regrette pas du tout ce choix-là. Ça a changé l'hélice quand même. Hein. Oui, alors d'origine, il était livré avec une hélice qui va vite. Donc ça permettait de vraiment tracer avec ce bateau. Par contre, peu de puissance au démarrage. Donc en modifiant en fait les pales de l'hélice, on modifie en fait la puissance du moteur. Donc on a changé pour une hélice qui nous donne beaucoup plus de puissance au démarrage, mais qui va un peu moins vite à terme. Ce que finalement on n'avait pas besoin d'aller vite, mais par contre dès qu'on est 3 ou 4, c'est important de pouvoir avoir de la puissance au démarrage pour que le bateau déjauge et ensuite atteigne sa vitesse de croisière. Donc très bon choix, en tout cas en ce qui concerne l'annexe pour nous. Oui, après c'est une question de choix, de marque, hein. Chacun fait ses choix. Oui. Ce qui est assez important quand même, c'est la matière et puis le revêtement sur l'annexe. Oui, donc parce que le soleil, les UV... Pour les Caraïbes, pour une navigation dans les Caraïbes ou dans les pays chauds, le Hypalon, qui est un type de plastique mais qui résiste un petit peu mieux aux UV,
et malgré l'hypalon d'avoir une housse de protection de l'annexe, ça vous sauve en tout cas 2 ans d'utilisation supplémentaire de votre annexe. Sinon, elle est exposée au soleil constamment, elle dure 3 ans et elle est raide, il faut la changer. Ouais. Donc, là, on peut la garder 5-6 ans quand même. Ouais. Voilà, après plein de petits détails qu'on ne regrette pas, l'échelle pour monter sur la casquette de pile avant, très important, les commandes de winch au pied, au poste de barre, super important. Pour moi, c'est vraiment essentiel quand, en tout cas si c'est la femme qui fait les manœuvres des winch pendant que monsieur est au pied de mât, pour, je sais pas, arranger les voiles, les choses comme ça. Le fait d'avoir la commande au pied et les 2 mains libres, c'est beaucoup plus... je me sens beaucoup plus en sécurité et c'est plus simple, plus facile. Voilà. Et ça fait certainement qu'on s'entend mieux parce qu'on n'a pas besoin de se crier dessus, quoi, en fait. Oui, à ce propos, un accessoire important, les casques. Ouais. Les casques, on est souvent dans le poste de barre qui est protégé par ces taux. L'autre est à l'avant, il y a du vent, il y a des vagues, il y a du bruit. Et lorsqu'on manœuvre, on lève l'ancre, on met l'ancre, on hisse, on n'importe quoi. L'ancre, on est à l'arrêt, donc je t'entends assez bien. C'est surtout quand on décide je sais pas, mettre le code D ou le parasailor, ou qu'on arrive dans une marina aussi, ou même qu'on doit s'amarrer à une bouée. Et là, c'est pas toujours évident, si on n'entend pas très bien, l'autre commence à crier plus fort. C'est une source de divorce. Hein, donc, on n'en est pas là, ça va pas ou quoi, mon chéri? Non, mais il y a beaucoup de gens qui s'engueulent dans les manœuvres parce que le stress, parce que machin, et d'avoir des casques Bluetooth qui permettent de communiquer et de s'entendre correctement. C'est ça. C'est hyper important. Et on a repéré en fait les moments où c'est mieux de mettre le casque et les moments où c'est pas trop nécessaire. Donc c'est beaucoup plus tranquille. Quand tu es au poste de barre et que je suis en haut du mât parce que c'est toi qui gères la drisse pour monter en haut du mât, c'est hyper important de pouvoir communiquer en termes de sécurité. Indispensable. Donc voilà, au niveau technologie, on va dire, un choix hyper important pour nous, encore une fois, c'est Starlink qu'on a fait installé dès le départ. Ah bah oui. Ça révolutionne la façon de vivre sur un bateau, de naviguer, d'avoir accès à l'information, d'être connecté en tout temps. Ouais, peut-être même trop, hein, du coup. Mais bon. Oui, bon. Mais on ne saurait pas s'en passer aujourd'hui. Ça permet de garder le lien aussi avec tout le monde, les amis, avec la les famille. Proches, Voilà. On est passé un petit peu vite sur l'aménagement intérieur. Il y a 2-3 petites choses en fait qu'on a changées ou qu'on a améliorées, dont j'aimerais vous parler. Déjà, on a mis des surmatelas sur les 4 lits. Et ça, c'est plutôt top. Comme dans les hôtels. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait la forme des lits sur des bateaux, mais avec le Draus, ça change rien, il n'y a aucun souci et c'est franchement beaucoup plus confortable. Donc là, plus de mal de dos, tout va bien. Hein? Oui, et on a pris l'option. C'est des vrais lits. On a pris l'option sommier. Oui. Qui est une option. Oui. Donc d'avoir un sommier à latte qui évite d'avoir le matelas posé directement sur des plaques en bois. Ça permet d'avoir un peu plus de confort et de courant d'aération au-dessous. Donc ça, c'est une option qu'on a pris aussi. Ouais. On a essayé également de récupérer tous les espaces vides du bateau. En mettant des tiroirs ou un petit placard, etc. Partout où on pouvait récupérer un peu de place pour stocker, pour ranger, ça a été utilisé et ça c'est une très très bonne chose parce que moi j'aime bien que ça soit bien rangé puis qu'il n'y ait pas trop de, comment on dit chez nous, du chenille qui traîne partout. On a aussi une machine à laver. Ça ils nous l'ont mis. C'était une option, la machine à laver. Oui. C'est une option. Mais il y a la place quand même qui est
proposée dans ce bateau qui est dans la salle de bain propriétaire. Et donc c'est quand même une machine de 9 kg de lavage et 6 kg séchage. Alors, c'est rare qu'on ait 9 kg de linge, ça peut arriver avec les draps, tout ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'utilise jamais, on a essayé au début, hein, mais sinon on n'utilise jamais la méthode séchage parce que ça consomme énormément d'électricité et il semblerait que ça consomme de l'eau, je ne sais pas comment. Je ne peux pas vous dire, mais il semblerait. Est-ce que ça fait de la vapeur ou je sais pas. Enfin, normalement, bon, ça devrait produire de la vapeur. Ouais, ça consomme beaucoup. On ne sait pas trop comment, mais en tout cas, on ne l'utilise pas. Ouais, par contre, juste pour la partie lavage, c'est un énorme... c'est fantastique. Fabuleux. Et puis, ce qui est important de noter, c'est qu'on consomme beaucoup moins d'eau douce avec une machine à laver que si on devait laver à la main. Ah, ça c'est évident. Donc voilà, c'est important. Oui, et puis d'un point de vue énergie, ça consomme pas énormément. Et bon, on n'en fait pas tous les jours non plus, mais voilà, c'est vraiment top. Et la dernière chose, c'est que là, on n'a pas trop le choix. Quand on prend un bateau neuf comme l'Astrea, on a 2 frigos et puis un conservateur. Alors il faut bien savoir que conservateur, c'est pas congélateur, hein. Ça va pas en froid aussi bas qu'un congélateur. Et pour tout vous dire, le premier étage, là où il devrait y avoir les glaçons, en fait, c'est même pas un freezer, ça ne congèle rien, c'est comme un frigo. Et à mesure qu'on descend, il y a 4 étages, c'est plus froid. On peut conserver jusqu'à 3 mois les aliments. Mais bon. C'est pas top quoi. On fait avec parce qu'on n'a pas trop le choix. Est-ce qu'on pourrait le remplacer par un congélateur? Oui, mais est-ce qu'on a envie d'attaquer l'aménagement sur un bateau qui est neuf? Pas vraiment. Donc on fait avec pour l'instant. Les frigos qui sont fournis sur les bateaux, c'est des frigos marins, ouais. Qui sont conçus qui tournent aux 12 volts déjà, donc c'est pas du 220, qui sont traités spécialement contre la corrosion, etc. Ils coûtent une blinde, et beaucoup de gens qui ont des bateaux d'occasion ou qui font des travaux de rénovation sur des bateaux changent pour des frigos domestiques qui marchent au 220 et qui fonctionnent et qui coûtent le quart ou le 5e du prix d'un frigo marin. Donc j'aurais adoré, hein, sincèrement j'aurais adoré, mais on hésite à faire ça sur un bateau neuf. Voilà. Bon, on verra si un jour ils arrivent au bout, on les changera et on révisera à ce moment-là peut-être de passer sur des frigos standards. Voilà. Maintenant, il y a des petites choses sur un bateau qui sont importantes, qui ont l'air de rien. Ne serait-ce que d'avoir par exemple une machine sous vide, plastique sous vide. Pourquoi? Parce que quand on revient des courses, eh bien, on est dans les tropiques, hein. Potentiellement il peut y avoir des insectes, des œufs de cafard, ils viennent se loger sur les boîtes en carton, sur les boîtes d'œufs, les choses comme ça. Donc il est vraiment très important de déballer à l'extérieur nos courses et puis de tout de suite procéder à cette mise sous vide, plastique sous vide, pour que ça soit vraiment propre et safe. Donc ça c'est un investissement minime mais très important. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'avitaillement, il y avait encore 2-3 choses, comme le chariot qu'on avait acheté. C'est utile en Méditerranée, on l'a pas mal utilisé. Vous savez, cette espèce de grande charrette où on peut mettre beaucoup de chariot à roues pliable pour aller faire les courses. C'est très bien, hein, c'est vraiment très bien. Les vélos pliables électriques également qu'on avait acheté pour aller faire des courses et du shopping en général. Depuis qu'on est dans les Caraïbes, on les a pas du tout utilisés. Non. Donc les vélos, effectivement, on les utilise pas.
On les utilisait en Méditerranée parce qu'on était souvent dans des marinas, mais là quand on est dans des mouillages, c'est compliqué de sortir les vélos, les mettre dans l'annexe, l'amener au bord et voilà. Donc on les utilise pas, ça prend beaucoup de place, on les utilise pas, on verra si un jour on s'en sépare ou pas, mais pour l'instant voilà, ils sont là. La deuxième partie dont on voulait vous parler et qui est importante, puisqu'on a le recul d'une année de vie à bord, et ben c'est justement ça, la vie à bord. La première chose que j'ai envie de dire en tout cas, c'est que au départ, on se sent comme en vacances. C'est un peu difficile de se dire que ça va être notre vie. Il faut plusieurs mois, voire même une année entière, avant qu'on se dise c'est notre vie. On ne va pas revenir dans notre pays, on ne va pas, en tout cas en ce qui nous concerne, revenir fréquemment dans un appartement qu'on aurait laissé, etc. Donc c'est vraiment une vie totalement sur l'eau et c'est difficile de l'intégrer. Ça se fait avec le temps. Bon, les grands changements par rapport à notre vie d'avant, c'est avant tout, à mon avis, l'alimentation et le sommeil. C'est deux points clés, mais c'est pas que la vie à bord. Oui. L'alimentation, on n'a pas accès à tout et tout le temps. Donc ce qui change par rapport à notre vie d'avant, c'est qu'on mange peut-être moins varié que ce qu'on mangeait avant. Je peux pas, quand je cuisine, me dire « Ah, mais j'ai pas ça, je vais vite à l'épicerie du coin » et puis voilà. Oui, on trouve des légumes, mais pas autant que chez nous. Quand on trouve de la salade, on est bien content. De façon générale, il faut faire avec ce qu'on a quand on veut cuisiner, plutôt de se dire « Ah bah demain je vais faire un poulet au curry » ou « Demain je vais faire XY ». C'est plutôt j'ouvre ce que je veux et je regarde ce que j'ai dans mon frigo et je fais avec. Oui. Donc voilà, on a une alimentation qui est un petit peu moins variée, on mange souvent les mêmes choses parce qu'on a des restes et qu'on remange le lendemain, mais voilà, on n'est pas mal et on s'en plaint pas, mais c'est quand même un grand changement. On essaye quand même d'avoir, de louper un repas par jour généralement. On déjeune bien. Après, à midi, il arrive souvent qu'on ne mange pas, ou si on mange à midi, c'est le soir qu'on ne mangera pas, ou juste un yaourt, parce qu'on ne bouge pas forcément plus sur un bateau, donc on n'a pas forcément autant faim. La chaleur aussi fait que ça diminue la faim. Donc tout ça, on s'adapte. L'autre point également que j'ai mentionné, c'est le sommeil. Voilà, on a tendance à dormir un petit peu plus, mais la qualité du sommeil, elle n'est pas forcément la même. Ça dépend, c'est vraiment variable. Ça dépend des endroits, mais quand on est dans des mouillages calmes, comme là on est à Bécoué, on dort super bien. Par contre, dans d'autres mouillages... ou en navigation. Ou en navigation, il y a, ça bouge. Il y a énormément de bruit. On est attentif à tous ces bruits-là. Ce qui fait qu'on dort par tranche. On dort peut-être pas aussi profondément qu'on dormait. Donc voilà, ça a été aussi un changement assez important au niveau du sommeil par rapport à une vie sédentaire comme on l'avait avant. En ce qui concerne la navigation, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Il y a des personnes qui sont plus susceptibles d'être malades, d'autres moins. Personnellement, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont des migraines, comme j'en ai aussi de temps en temps. Alors de moins en moins, je vais vous dire, en ce qui me concerne, j'en ai de moins en moins, mais ça peut arriver. Donc la navigation, c'est un petit peu propre à chacun. Après, chacun définit un petit peu sa cadence dans son voyage. Ouais, c'est ça. Ce qu'on a remarqué, nous, c'est que au-delà des contraintes liées aux situations météorologiques, quand on est dans un endroit, au bout d'un moment, on a envie de naviguer. On a du plaisir à naviguer. Donc pour nous,
L'itinérance, c'est quelque chose d'important, d'agréable. On a vraiment du plaisir à naviguer. Et puis quand on arrive à un endroit, on a du plaisir à se poser. On n'a pas rencontré de conditions de navigation trop difficiles jusqu'à présent. On s'est pris des grains, on s'est pris des gros coups de vent. Oui. Disons, on s'est pas fait peur. On est résistant, on a du sang-froid. Ouais. Voilà, on est tous les deux sur la même longueur d'onde en termes de navigation. Et ça, c'est important parce que quand il y en a un des deux qui aime moins naviguer, qui a peur, ça devient compliqué. Et en ce qui nous concerne, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et puis c'est important de également bien définir, et ça s'est fait naturellement, les rôles de chacun dans les manœuvres. Val sait ce qu'elle a à faire, moi je sais ce que j'ai à faire. Ça s'enchaîne, on se frite pas. Donc ouais, ça c'est également un point important, et ça s'est mis en place tout seul parce que voilà, on s'entend bien. Jusque-là. Mon canard. Jusque-là. Bon. Alors. Voilà, un autre aspect de la vie. De la navigation quand même, hein, et de la vie. De la vie à bord, c'est les bateaux copains. Ah ouais. Donc c'est toutes les rencontres qu'on fait lorsqu'on arrive dans un mouillage, dans un port. On rencontre forcément des gens qui ont des projets de vie similaires. Donc l'affinité avec ces gens-là, elle se fait très vite. Ou elle se fait pas. Ou elle se fait pas. Hein. Mais l'alchimie. Voilà. Ça se fait forcément avec un ou deux bateaux copains avec qui ça se crée automatiquement. Ouais. Donc ça génère, ces bateaux copains, ça génère des amitiés fortes. Des amitiés fortes, une vie sociale importante. Oui. On s'invite à tour pour se faire des apéros, des repas sur un bateau, sur l'autre. Partager les expériences, partager le projet de navigation, tirer des enseignements de gens qui sont sur l'eau depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans et qui ont déjà vécu ou passé à tel endroit. Donc c'est hyper important. Et puis, cette promiscuité, si vous voulez, le fait qu'on navigue ensemble et qu'on est tout le temps à s'inviter les uns les autres, c'est une amitié qui se développe très rapidement et on forme un noyau presque comme une famille en fait. Et ça met du baume au cœur d'avoir des gens qu'on considère presque comme notre famille parce que on apprend à se connaître beaucoup plus vite, on s'entend bien, on a un peu les mêmes intérêts, les mêmes projets. Et voilà, et nous on a eu beaucoup de chance de rencontrer nos amis marois dès Gibraltar. Donc ça fait un petit moment qu'on se suit avec Renaud et Margit. Ensuite Happy, et puis après, Smile, et voilà. Happy, Smile et d'autres bateaux. On a Steph et Béa, on a Lady Marcel, Javerne bien sûr. Bref, il y a beaucoup de bateaux copains. Et ça c'est extrêmement agréable. Et puis un des aspects également importants autour de ces communautés qui se créent, c'est que souvent on a des projets communs en termes de parcours et de naviguer également à plusieurs, c'est quelque chose en termes de sécurité qui est important. Dans des zones de piratage par exemple, lorsque 2 ou 3 bateaux naviguent ensemble, les pirates vont pas venir. Par contre, si le bateau est tout seul, les pirates ils vont l'aborder. Donc c'est un gage de sécurité. On a vécu cette expérience, pas de piratage, mais où vraiment le fait d'avoir un bateau qui vous accompagne, même s'il était dans notre cas bien plus en avant, un jour en avant de nous, ça nous permettait d'avoir des informations météo, mer, sur place, du vécu, et un soutien moral. Et un soutien moral. Les moments où on avait vraiment le moral en revenant des Bahamas au fond des chaussettes et d'avoir... pas au fond des chaussettes quand même, mais c'était compliqué. C'était dur. Donc voilà, cette socialisation en général, que ce soit le mouillage
ou en navigation, c'est vraiment quelque chose de super, qu'on avait entendu parler, mais qu'on a vraiment vécu là, depuis notre départ, et c'est vraiment top. C'est vraiment top. En ce qui concerne les activités physiques ou les activités en général, on était très motivés au départ. Vous savez, c'est comme le jour de l'an, avec les bonnes résolutions. On se dit, on va aller sur le bateau, on prend des haltères, on prend des élastiques, on va faire du sport, gna gna gna. TRX, paddle... Rien, on n'a rien sorti. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors oui, on nage, on s'active beaucoup sur un bateau. Il y a tout le temps quelque chose à faire, donc voilà, on bouge pas mal, mais pas autant que ce qu'on devrait. Mais ça, c'est de notre faute. Hein. Il y en a d'autres qui sont bien plus motivés que nous et qu'on voit faire des exercices sur le bateau, de la gymnastique, du yoga, etc. Alors, il va falloir que ça soit la bonne résolution de 2026. Non, on va essayer de se motiver. On marche moins, en général, on marche moins. Quand on est en navigation, on marche pas du tout, on est assis tout le temps, donc musculairement, on fond. Un petit peu, un petit peu, on fond. Donc si on compense pas par une activité quelle qu'elle soit, c'est compliqué. Donc c'est un point important. Ça dépend où on est, hein, parce que là, par exemple, à Bequia, on peut marcher, faire de très longues promenades très facilement. Donc ça, c'est une chose. Il y a énormément de coins pour faire du snorkeling. C'est aussi du sport, hein, faut pas se leurrer. On va quand même nager jusqu'à la plage au moins une fois par jour. Bon, aujourd'hui il pleut, mais en principe au moins une fois par jour. Donc c'est pas qu'on est totalement inactif, mais c'est pas comme d'aller au club de gym quand on est à terre. Voilà. Un point dont on voulait parler également, c'est l'éloignement par rapport à nos amis, les amis, à notre famille. Ben oui, vous nous manquez quand même beaucoup. Donc effectivement, on est distance. Cette distance, elle est quand même en partie gommée par le fait qu'on est connecté avec Starlink et que tous les jours on peut faire un WhatsApp avec nos filles. Exactement, un FaceTime. De temps en temps également parler à nos amis. Bon, on est quand même à distance, mais ça raccourcit en fait cette distance d'avoir des moyens de communication. De faire venir la famille et les amis sur le bateau, c'est compliqué. C'était un grand souhait. On pensait que ce serait plus facile. La difficulté, c'est d'arriver à coordonner en fait les périodes, les agendas des uns et des autres. Pour les gens qui sont à distance, par rapport à leurs vacances professionnelles ou scolaires, c'est ça, ils doivent s'organiser. Les billets d'avion, ils n'ont pas du tout de flexibilité. C'est ça. Et puis nous, on est drivé par la météo. Donc c'est difficile de dire qu'on va être tel jour, à tel endroit, là où il y a un aéroport, etc. Là, par exemple, on a un ami qui doit aller chercher de la famille en Martinique. Le temps en ce moment, c'est chaud. Il y a une dépression qui est en train d'arriver, donc c'est de se mettre à risque, mettre à risque le bateau pour respecter un rendez-vous. Donc c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Et en tout cas plus compliqué que ce qu'on l'imaginait au départ. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Voilà. C'est pas impossible. Ça sera un peu plus compliqué quand on aura traversé le Pacifique et qu'on sera en Polynésie. Là, les billets d'avion, c'est pas le même coût. Hein. Donc une fois qu'on aura passé le Panama, ça va être, je pense, que ça va être encore plus dur. Voilà. Il y a encore deux points importants. Le point santé. Qui est très important. Le point santé, on n'a pas... Attention, il faut être en bonne forme physique quand on choisit ce type de vie, parce que il n'y a pas d'hôpitaux ou de toubib à tous les coins de rue, donc c'est pas toujours facile. Si l'assurance, elle est dans votre propre pays, comme c'est notre cas, on ne peut pas forcément l'utiliser quand on est en voyage. C'est-à-dire qu'il existe des couvertures d'assurance maladie mondiale
Sauf que ces assurances-là sont prévues pour des globetrotters et elles ont une durée de vie d'une année où elles peuvent être éventuellement prolongées d'une année supplémentaire. Ouais. Mais si vous avez un projet de navigation de 5 ans, les 2 premières années, vous pouvez être couvert par ces assurances, après, plus du tout. Donc le problème de l'assurance maladie, elle se pose vraiment. D'une façon générale, l'accès à la santé, que ce soit pour un petit bobo ou que ce soit un dentiste, ou des choses, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué suivant où on se trouve. C'est compliqué quand on est en navigation, parce que là, on est livré à nous-mêmes. Donc, voilà. Oui, souvenez-vous, lors de la redescente des Bahamas, j'ai déclaré un orgelet, un chat, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et on était à 2 doigts de se dérouter sur les Turks and Caicos. Et heureusement qu'on n'a pas eu besoin, parce que là-bas, c'était une situation au niveau des vents, des courants, des vagues, etc., qui était vraiment pas cool du tout. Hein. Donc voilà, attention, bon, pour nous tout va bien, tant mieux, mais attention à l'aspect santé, c'est important. Voilà, prenez avec vous vraiment des valises remplies de médicaments, d'antibiotiques, etc. pour tous les cas de figure. On oublie tout le temps quelque chose, mais c'est important. Oui. Deux autres points qu'on n'avait pas notés, mais qui me passent par la tête, l'esprit maintenant, c'est les moyens de communication quand on est à terre. Donc on était habitué d'avoir un forfait avec de l'itinérance, etc. sur nos téléphones. C'est plus compliqué lorsqu'on est en déplacement, surtout quand on passe d'un pays ou d'un pays à l'autre. Donc la solution qu'on a trouvée, qu'on a choisi, on a conservé nos abonnements Swisscom au départ qu'on avait. Simplement, on a transformé ces abonnements en prepaid. C'est-à-dire qu'on charge nos téléphones pour tout ce qui est voix d'un certain montant. Quand il est épuisé, on les recharge. Mais on utilise principalement le Wi-Fi quand même. Hein. Alors on utilise le Wi-Fi quand on est sur le bateau. Mais par contre, lorsqu'on est à l'extérieur du bateau, on a un téléphone, le mien, qui est équipé d'un forfait eSIM. Donc c'est une SIM électronique qui peut être également rechargée par région ou par pays dans lequel on se trouve, et qui permet d'avoir la partie data. Parce que la partie data en itinérance, vous oubliez, ça coûte une blinde. Et donc ça me permet, pour un montant fixe tous les mois, d'avoir une certaine capacité de data que j'utilise quand on se déplace à l'extérieur du bateau. Donc ça, et moi, mon téléphone, il reste simplement sur le bateau. Ça suffit. Voilà, donc c'était ça. Et puis le deuxième point, je l'ai oublié. Je sais plus. Bon, on va vous parler du couple quand même, parce que c'est pas la même chose quand on est à terre que son mari ou son épouse, hein, ça peut être l'un ou l'autre des cas, travaille. Et puis là, on se retrouve côte à côte, 24 heures sur 24, tous les deux, à bord. La promiscuité, c'était quelque chose de... C'était une question. Oui, c'était une question qu'on se posait. C'est vrai qu'on est l'un sur l'autre sans arrêt. Et voilà, ça peut être aussi une source si le couple de prise de tête. Ne s'entend pas bien, ça peut être difficile à gérer, une cause de séparation, hein. Ça c'est clair, parce que le bateau il est petit, enfin petit, c'est pas une grande maison, vous êtes quand même confinés un petit peu sur ce bateau, tous les deux. Quand on est dans un endroit un peu plus clos, plus petit, il faut que le couple soit solide. Ouais. Donc attention à ne pas négliger cet aspect promiscuité, vie à bord, dans un environnement confiné. C'est pas évident. On a la chance, nous, que ça se passe bien, mais je peux tout à fait imaginer que ça parte en live assez rapidement dans d'autres cas. Et on a de la chance parce qu'on a les mêmes envies de voyage. On a tous les deux
cette démangeaison au bout de quelques temps de naviguer. Voilà, c'est pas un qui aime naviguer et l'autre qui n'aime pas, c'est vraiment les deux. Bon. Ouais, il faut que ce projet. On est assez chanceux. Il faut que ce projet de soit un projet de à vie deux. en mer, il faut que ce soit un projet, voilà, exactement, Voilà. un projet à deux. Alors on trouve des centres d'intérêt qui sont différents, oui, mais au moins ce projet, il est supporté par les deux. Par les deux. C'est vrai que quand il y en a S'il est porté que par un, qui amène ce projet, puis l'autre qui dit ok, suit. on essaye, mais c'est pas trop mon truc, etc. Ça peut durer quelques temps, mais voilà, c'est moins évident. Voilà, dernier point que je voulais rajouter, c'est les réseaux sociaux, mais en particulier YouTube, qui est la chaîne qui nous permet de communiquer avec vous. Ça a été vraiment un élément hyper important dans la préparation de ce projet pour nous. On s'est encore une fois nourri de toutes ces chaînes qu'on trouve, francophones ou pas, qu'on trouve sur YouTube, de gens qui sont partis et qui vivent en mer actuellement. Donc c'est important. C'est aussi notre motivation de maintenir cette chaîne au-delà du carnet de voyage, des souvenirs, c'est le partage. Ouais. Et puis c'est absolument hallucinant les portes que ça nous a ouvertes depuis qu'on est parti. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de gens qui sont arrivés avec leur annexe. Ah, on vous suit sur YouTube, ah, Kailani, etc. Et boum, le contact s'établit. Marrant, on les a connus comme ça. Enfin bref, on a connu plein de gens au travers de cette chaîne. Ouais. Et voilà, c'est le gros travail de Val. On ne regrette pas. On ne regrette pas du tout. D'être exposé, quelque part aussi là-dessus. Mais on a fait le choix quand même de ne pas s'exposer trop. Vous avez sans doute vu qu'il y a très peu d'images quand on est dans le carré intérieur ou quand je cuisine, des choses comme ça. De temps en temps, mais pas trop. On fait le choix de ne pas se filmer 24 heures sur 24. On vous aime beaucoup, mais on veut aussi préserver un petit peu notre vie de couple, notre intimité. Par contre, vu que c'est moi qui fais le montage, j'attache énormément d'importance. Je suis assez perfectionniste pour que vous ayez de la joie à visionner ces images, que ça soit joli, qu'il y ait des belles musiques, que ça soit fait de manière harmonieuse. J'espère que ça vous plaît. Et puis on espère que vous trouvez quand même des éléments qui puissent soit vous aider si vous avez un même projet que nous, ou soit comprendre ce qu'est la vie à bord pour tous ceux qui nous suivent et qui ont une vie à terre. Voilà, donc on arrive au bout un petit peu de ce bilan. Il reste juste quelques questions qu'on a reçues. Donc on va passer en revue les questions qu'on a reçues. Je ne les ai pas vues, donc je vais improviser. Ouais, tu ne les as pas partagées, ces questions. Non, c'est le moment. C'est l'improvisation. Voilà. Alors, on nous a demandé, est-ce que vous faites des pauses avec retour en Suisse ou autre? Ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, non. Val a prévu d'aller 2 semaines en Suisse, là, qui va être le premier voyage hors du bateau. Ouais. Il y a pas mal de gens qu'on a croisés qui font l'alternance, en fait, qui ont conservé un bien, une maison, un appartement chez eux. Nous, c'est pas notre cas. Qui font 6 mois, 8 mois sur le bateau et le reste du temps à terre. Pourquoi pas? Enfin, c'est pas notre cas, nous on a tout vendu. En ce qui nous concerne, on a tout vendu, on n'a plus rien. Mais je trouvais important de revenir, disons, pour voir un peu nos filles et les amis. Et ça me permettra aussi de ramener des petites choses de chez nous qui vont faire du bien au moral. Dans notre cas, c'est pas notre cas de faire cette alternance. Mais on ne fait pas ce choix-là, non. Mais pourquoi pas, peut-être plus tard, voilà. Mais pour l'instant, pas. Bon, on ne sait pas. On le répète, une fois qu'on sera du côté pacifique, ça va devenir encore plus compliqué. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a justement la famille et des amis qui viennent à bord? Là, on vous a déjà répondu. Et le budget, on vous a dit
qu'on n'y répondrait pas. Alors, c'est quoi le programme? On va terminer là-dessus. C'est quoi notre programme? Ça, c'est une bonne question auquel on n'arrive plus vraiment à répondre. Ça permettra aussi de clarifier. De parler du rhum. Ah oui, oui. Hein? Oui. Donc, au départ, quand on a imaginé ce projet, on a également imaginé un parcours qu'on a partagé avec nos amis, notre famille, etc. Donc, c'était un tour du monde en passant par les Caraïbes, Panama, le Pacifique, l'océan Indien, et de retour, voilà, pour faire la boucle. Voilà. Ce qu'on a appris relativement vite, c'est que ces plans, très vite même, ça sert à rien. Voilà. Parce on avait des grandes idées au départ de Minorque, rester 2 semaines à Minorque, aller à Ibiza, etc. On n'a rien pu faire, tout s'est fait à la 4e vitesse à cause de la météo. Ouais, donc très très rapidement on a vu que c'était pas possible. Hein. Donc voilà, les plans sont faits pour être changés et ils sont changés constamment en fonction de la météo qui est le principal élément déterminateur déterminant d'un programme, et également au fil des rencontres, parce que on rencontre des gens qui ont déjà eu ces expériences, qui nous disent c'est pas trop bien de le faire à ce moment-là ou de le faire, voilà, quels sont les risques, et on change. Donc ça passe. Donc on a une visibilité maintenant sur plus ou moins 12 mois, mais au-delà, on sait pas. On sait qu'on va passer une 2e saison dans les Caraïbes. Ce qui n'était pas prévu au départ. Hein. Ce qui n'était pas prévu au départ. On aimerait bien aller dans les San Blas près de Panama. On aimerait bien éventuellement peut-être faire Cuba. On ne sait pas trop, mais voilà, on va grenouiller encore une saison dans les Caraïbes avant de traverser le canal. Traverser le canal, et ensuite voilà, l'année suivante on verra la suite. Est-ce qu'on ira seulement jusqu'en Polynésie et on reviendra, ou est-ce qu'on ira après direction les Tonga, les Fidji, etc. et je sais pas, on peut vendre le bateau là-bas, ou est-ce que on sera tellement bien qu'on va se faire le tour du monde? Aucune idée. Oui, et puis c'est ce qui rend le voyage aussi un peu excitant, c'est que c'est pas déterminé avec des horaires et un programme écrit sur marbre, mais qui va évoluer, donc ça crée de l'excitation chaque fois. On vit beaucoup plus au jour le jour qu'on le faisait avant. Est-ce que la météo est bien ou pas? Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, etc. Donc ça change considérablement. Et puis ça nous permet de vivre les choses un peu plus dans le présent, finalement. Et ça, c'est plutôt bien. Et ce programme qu'on avait partagé avec nos amis a déboulé sur ce cadeau que j'avais reçu de départ de collègues, avec pour chaque destination qu'on avait planifiée une bouteille de rhum à déguster. Une petite fiole de rhum à déguster chaque pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents. Donc là, ça fait un petit moment qu'on a... Oui, parce qu'on est passé... je veux dire, la prochaine fiole, c'est la République dominicaine. Or, on est passé au large, très large de la République dominicaine, à l'aller et au retour quand on est allé aux Bahamas, mais on s'y est pas arrêté. Donc, on ne l'a pas bu. Mais c'est pas impossible qu'on l'a... Ouais, on sait pas. Donc, on verra. Sait pas. Donc on reprendra peut-être la route des fioles. La route des fioles. Pas forcément, hein. La route du rhum. Ouais. On va pas forcément aller dans chaque étape, donc on verra. En tout cas, c'est sûr qu'ils seront bu et on les boira en votre présence, ça c'est sûr. On les apprécie énormément. Mais maintenant, est-ce qu'on va être directement dans le pays ou l'île? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Et puis voilà. Je ne sais pas s'il y a un rhum du Venezuela, mais en tout cas, c'est pas forcément un pays où on pourra aller. Les Rocaisses, on ne sait pas. Ouais, les Rocaisses peut-être. On verra. Voilà. Bon, bref. Ok, donc voilà, ça termine un petit peu ce bilan qu'on voulait partager avec vous. On a essayé de couvrir un maximum de choses. On a peut-être oublié des choses ou des choses que vous voudriez savoir. N'hésitez pas dans les commentaires ou nous envoyer des messages via la chaîne YouTube. On y répondra très volontiers.
Mais bon, voilà, on essaie d'être le plus complet possible par rapport à ce qu'on a vécu cette première année, et puis on fera un bilan au bout de 2 ans ou sur on verra. On verra. Allez, pas de pression, pas de projet à long terme. Non. On se laisse un peu vivre et puis c'est comme ça que c'est bien. Voilà. Au revoir les amis. Bye bye. Merci. La semaine prochaine, on fera la connaissance de la jolie famille de Ohana Catamaran et Patrick ressortira son Air Buddy pour nettoyer la coque. On espère que cet épisode vous aura plu et on se dit à vendredi prochain les amis.